Bon vendredi, c'est vendredi. Puis là, histoire qu'on puisse peut-être qu'il nous reste du jus. Hey, on va recommencer ça, OK? Parce que ma régie vient toute de fucker. Oups. Pas pire, hein? Toutes les setups ont disparu. OK, tu peux continuer à jaser. Bon. Non, ça, j'enregistrerai pas, là, je vais l'arrêter, là. Ouais. Parce que je me disais que s'il était en train de poser des questions, je vais partir l'entrevue plus vite, mais là, je me rends compte que tous les paramètres ont lâché. Fait que vous pouvez continuer à parler, là. Je vais tout resetter ça, là. Ça marche pas, cette là. Bon, là, c'est prise 2. C'est prise 2. Prise 2. Tout est parti, là. Checklist est checké. Tout fonctionne. Comment le monde a réagi autour de toi quand t'as dit moi, je fonde un organisme? Spontanément, je pense à ma mère qui m'a dit un autre projet. J'avais tendance à démarrer beaucoup de projets à cette époque-là, à un peu m'étourdir dans plein de projets. Puis étourdir les autres aussi autour de toi. Oui. Mais oui, c'était quand même audacieux, mais en même temps, ça partit avec rien. J'ai vraiment démarré ce projet-là. Tout seul? Oui, ben c'est sûr que j'avais des amis qui étaient en intervention, parce qu'en fait, c'est ça, Trouve ta voix, c'est un organisme pour des gens différents, donc qui ont une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience physique. Puis, j'avais beaucoup d'amis dans mon entourage qui étaient travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés. Alors, c'est sûr que je les ai approchés, je leur ai parlé de mon projet, ils étaient emballés par l'idée. Ils ont cru au projet, ils ont décidé d'embarquer avec moi, puis d'être dans mon conseil d'administration, puis d'un peu embarquer à l'aveuglette, je dirais, parce que moi, j'avais aucune espèce d'idée du comment partir un OBNL. Mais j'avais une vision, j'avais envie de côtoyer aussi les gens différents. C'est vraiment des personnes attachantes qui m'apprennent à tous les jours et avec qui je me sens bien. Donc, l'idée, en fait, c'est que chaque semaine, les élèves vont explorer des disciplines différentes, en art de la scène, en art visuel. Donc, c'était 1 heure de peinture, de dessin, de cuisine, puis 1 heure de chant, de danse, de théâtre, de percussion. Puis là, plus le temps avançait, puis plus je rencontrais des gens qui me disaient hey, « moi, ça me tenterait de venir donner un atelier de karaté musical. » OK, cool, ça serait le fun. « Moi, ça me tenterait de venir donner un atelier de cirque. » On ouvrait nos horizons sur les différentes disciplines artistiques qu'on pouvait offrir aux élèves, puis les élèves trouvaient ça trippant, tu sais, de pouvoir essayer. De fil en aiguille, on a commencé à avoir de plus en plus de bénévoles qui s'impliquaient, autant comme intervenants que comme enseignants artistiques, finalement. Puis c'est pas des gens qui avaient de l'expérience avec la clientèle. Dans le fond, je leur faisais un petit peu découvrir ça pour certains. Puis eux aussi avaient des coups de cœur, puis ils s'attachaient aux participants. C'est un petit peu comme ça que ça a démarré, mais moi, j'ai pas fait d'études de marché. Hein. Je partais ça là, vraiment de façon bénévole. Sauf que c'est ça, à un moment donné... il y a eu un engouement. Ouais, assez vite. T'sais, c'est quand même des ateliers gratuits. En fait, il y avait rien qui existait dans ce genre-là au Québec, puis pas dans les Laurentides. Là, on s'est retrouvés à avoir comme 20, 30, 40, 50 élèves, 60, 75. Ça s'est mis à vraiment grandir. Là, vous en avez combien aujourd'hui? On en a plus de 100 là, des élèves félicitations. aujourd'hui. Wow. Ouais, on veut pas refuser personne. On voit le besoin, on voit qu'ils en ont besoin. Après 21 ans, les gens qui ont une déficience intellectuelle ou qui sont autistes, il y a de moins en moins de services pour eux. Donc, s'ils n'ont pas été capables de se trouver un stage ou un emploi... Ils sont laissés plus à eux-mêmes. Là. Ils sont à la maison. Donc, des activités comme ça leur en prend pour qu'ils puissent sortir de l'isolement. Mon option, c'est vraiment de permettre aux élèves de sociabiliser, en fait, et de promouvoir leurs capacités. C'est fantastique, ce que tu as fait là. J'avais pas réalisé l'impact que ça aurait. J'y crois parce que je vois les résultats aussi. Chaque fois qu'on fait des ateliers, c'est ça, je vois l'étincelle dans les yeux des élèves. Ah ouais. On a un élève qui s'appelle Umberto. Il avait 25 ans quand il est arrivé avec nous. Il savait pas lire. On l'a intégré dans la troupe de chant parce qu'écoute, c'est un showman, puis... il est vraiment à l'aise sur une scène, puis il est drôle. Ben, à un moment donné, il a dit à sa mère, « Mais maman, si je suis dans la troupe de chant, il faut que je sois capable de lire les paroles des chansons pour les apprendre. » Pour lui, ça a été le déclic qui a fait en sorte qu'il a voulu commencer à prendre des cours. Sa mère a engagé un tuteur, capotait. Fait que c'est un petit déclic que ça prend des fois pour avoir envie d'aller plus loin. Fait que ça, c'est un des exemples là, d'élèves là, qui ont fait un gros changement. T'as-tu eu un feeling, un moment donné, que c'était comme inconfortable là, parce que là, ça prenait de l'ampleur. Tu peux pas revenir en arrière. Ouais, tu peux pas revenir en arrière parce que t'as comme une responsabilité sur les épaules une fois que c'est parti. Là. Tu peux plus te sauver de tout ça. Là. Ouais, de sentiments là, d'un peu dans le vide. Là, ouais, je me sens... Qu'est-ce que j'ai fait, là? Ouais, oui, je l'ai vécu. Ben, c'est au moment où ça a vraiment pris de l'ampleur, puis là, j'étais comme... Tu sais, j'avais mon CA, mais là... C'est pas leur bébé non plus, là. Non, c'est comme... sûr. Tu peux pas t'attendre la même chose d'un bénévole non plus, là. Non, absolument pas. Fait que c'est toi qui portes le ballon, là. Ouais. Ouais, c'est sûr. Oui, j'ai vécu ce vertige-là de me sentir un peu toute seule dans mon bateau, mais j'ai toujours eu ma mère pour me supporter puis m'aider. Tu dis, je l'ai vécu, fait que tu le vis plus, là, je comprends. Non, parce que j'ai une équipe maintenant. C'est ça. Tu sais, j'ai des gens, là, sur qui m'appuyer, puis je disais tantôt, moi, je me suis toujours sentie différente, tu sais, avec mon TDAH. J'ai toujours eu l'impression que j'étais pas comme les autres parce que je pensais pas comme tout le monde non plus ou que je fitais pas dans le moule. D'être différent, dans le fond, ça amène une autre vision, une autre perspective, en fait.
Puis je pense qu'on a tout intérêt à côtoyer des gens qui sont... Bon, on est tous différents, on est tous uniques à notre façon, mais qui sont encore plus différents. On a tout intérêt à les côtoyer. Oui, ça nous amène à voir les choses d'une autre façon. Exactement. J'ai mon plan. Ce plan-là va servir à faire ça ici. Ça, c'est le mur du studio. Tout centré, ma télé dans le milieu du studio. C'était toute qu'une aventure. Bon. C'est là que c'est l'heure de vérifier. Si les deux du bas ils font, c'est parce que les deux du haut vont être. Check ça. Non, mais c'est moi qui ai calculé tous ces calculs-là, les petits calculs partout, là. 3, 4, 5, 7, 8, ça. Il y a 16 vis à visser. À exactement le bon endroit. Dans exactement la moitié du studio, exactement dans le centre. Là. C'est l'heure de l'éditory. Oh non. Et croche. Si je la lève, maintenant aussi, celle-là. Alors, mes petits amis, tout le monde qui me disait de pas faire ça. Et j'ai une tête de cochon. Alors, je vais le faire. Il arrivera ce qui arrivera. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, je pense. C'est ça qu'il disait. Alors, on s'en va casser les œufs. Aujourd'hui, mon Road Glide, tout beau, tout brillant, tout sexy. Et je vais transformer ça en quelque chose d'un petit peu plus menaçant. Alors, oh. N'oubliez pas, je suis pas manuel, pas à top, là, ok? Je vais peut-être pas mal diverti. Ça commence bien, je peux vraiment mettre mon masque. C'est poussiéreux, c'est encombré, il n'y a pas de ventilation. Mais non, tout va bien, tout va bien. On est en feu total. Let's go, here we go. Let's go, mon homme. Ok, ça va bien. Ça sent fort! Ça sent fort. Wouhou! Je suis magicien à temps plein depuis 23 ans. J'ai commencé à l'âge de 7 ans. Parce qu'à l'âge de 7 ans, ma voisine a reçu un kit de magie Fisher-Price. Ça s'appelait la mallette à magie de Fisher-Price 1982. Okay. Elle jouait pas beaucoup avec. Puis moi, à chaque fois que j'allais chez eux, j'étais tout le temps le nez dedans. Puis à un moment donné, j'ai demandé si je pouvais l'emprunter puis le ramener à la maison. Le jeu n'est jamais retourné chez elle. il y a une graine qui a été semée là, par rapport à l'intérêt pour la magie. Il y a quelques années, j'ai fait un spectacle dans une grande salle. J'ai invité le père de mon ami qui m'avait offert ce kit-là, qui me l'a donné finalement, puis il était assis dans les premières rangées, puis j'ai rendu hommage, puis j'ai dit, écoutez, vous avez même pas idée, à ce moment-là, quand vous avez dit, je te le donne, l'impact que ça pouvait avoir dans ma vie, parce qu'aujourd'hui, toute ma vie, Tourne autour de ça. C'est oui. grâce à ça. Oui. À l'âge de mes 33 ans, mon grand frère Dominique a fait une recherche intensive pour retrouver ce fameux kit-là, puis il a trouvé un collectionneur qui l'avait, mais ce collectionneur-là ne voulait pas lui vendre. Et mon frère a insisté vraiment beaucoup. Il a dit, peu importe le prix, tu le vends. Je te l'achète. Je veux l'acheter. Ouais. Puis là, il a expliqué l'histoire puis tout. Puis finalement, il a réussi à convaincre le collectionneur de lui vendre avec la boîte originale, les instructions et tout. Puis à mes 33 ans, au restaurant, mon frère m'a offert ce cadeau-là. Puis quand je l'ai déballé, c'était un peu drôle
et émouvant à la fois parce que, tu sais, j'ai 33 ans, mais on va se mettre en contexte, je suis assis dans un resto, il y a plein de monde autour, là. Puis je déballe mon cadeau, puis c'est un kit de magie pour enfants. Et moi, je pleure, ma vie, je suis comme ému, puis le monde, ils comprennent pas autour, là, pourquoi je pleure, parce que j'ai un kit de magie pour enfants. À l'occasion, je tombais sur des livres de magie, de prestidigitation dans les bibliothèques municipales. Puis là, ben, j'apprenais des nouveaux trucs, puis je les testais, évidemment, sur mes amis. Puis à l'école, j'étais pas quelqu'un de très populaire, j'étais plutôt réservé. Puis la magie, ça me permettait de briser la glace, d'entrer en relation avec les gens. Puis là, c'est cool, qu'est-ce que tu fais? Puis viens t'asseoir en arrière dans l'autobus avec nous autres, fais-nous des trucs. Je ne vivais que pour ça. Je rentrais chez nous, je passais des nuits blanches à pratiquer des trucs, à regarder des vidéos, à faire des recherches. J'entendais marcher en haut, puis c'était mon père qui se levait pour aller travailler le matin, puis c'était mon cue, il fallait que je me couche pour pas faire de bruit, puis me faire pogner. Fait que tu sais que quand il te reste quelques heures de libre dans ta vie, puis tu t'en vas tout de suite faire ce que t'aimes, puis ce qui te nourrit, ce qui te passionne, ce qui te dévore de l'intérieur, tu sais que l'autre place, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses, c'est ça. Il faut que tu fasses 40 heures. C'était jamais suffisant. J'en mangeais tellement que je voulais en faire partie intégrante. Puis je voulais être sûr de rien manquer. Je voulais apprendre la base de tout. Je voulais découvrir cet univers-là. J'avais l'impression qu'en suivant des cours, j'allais entrer dans l'univers secret des magiciens, tu sais. Fait que t'es un vrai magicien. Ouais, je dis que j'étais un vrai magicien, mais c'est quoi être un vrai magicien? C'est ça. Mais dans ma tête, je me disais, OK, lui, il est différent des autres. Lui, il fait de la vraie magie. Notre travail comme magicien, c'est de se rapprocher de la réalité le plus près possible, tu sais, de ce que ça pourrait ressembler si on avait des véritables pouvoirs. C'est ce qu'on voit à la télé, dans des films ou whatever. Nous autres, on est capable de le reproduire dans le monde réel, tu sais. Puis là, les gens, des fois, sont comme... La ligne est mince entre ce qui peut être possible ou pas. T'as amené ton jeu de cartes. Oui. Moi, je vais être facile à mélanger en passant. Là. Ça se peut même que j'oublie les directives que tu vas me donner. Fait qu'il faut que tu me donnes des directives très, très simples. Je tiens à préciser que c'est pas un jeu de cartes truqué qui a été modifié ou quoi que ce soit. Là, je vais me faire chicaner par les magiciens parce qu'il faut pas dire ça, un jeu de cartes truqué, parce que ça n'existe pas. Daniel, si je te donnais l'opportunité de voyager dans le passé, de retourner dans le temps, est-ce que tu le ferais? Oui. Je serais tenté de te demander pourquoi, mais il y a plusieurs écoles de pensée par rapport à ça. Il y en a des gens qui veulent retourner dans le passé pour corriger des choses qui ont été dites ou faites. Il y en a qui veulent corriger des choses qu'ils n'ont pas faites, qui voudraient faire les choses différemment. Et il y en a d'autres qui se disent, l'expérience que j'ai acquis font qui je suis aujourd'hui, donc je changerai absolument rien. Pour le reste, ça t'appartient. Je vais te demander de choisir une carte au hasard, OK? Moi, je retournerais le passé, Pat, pour la nostalgie. La nostalgie, ouais, revivre des choses. Remettre mon petit kiwi avec la poche en avant. T'as-tu eu ça? Ben oui. Partir avec ma petite boîte à lunch de $1 Million Man le matin, rentrer dans le bus avec mes espadrilles blancs, kangourous, il y avait une petite poche sur le côté où on pouvait mettre des 10 sous là-dedans. Là. Revenir à la maison le soir, puis de te rasseoir sur ton Atari avec le gros manche. Ouais. Je retournerais le passé pour revivre ça avec mon frère. C'est devant la TV. À cette époque-là, toutes les actions, les jeux, les objets avaient tous un peu plus de valeur, on dirait. Je sais pas. C'est peut-être moi qui est juste nostalgique. Bref, une carte qui a été choisie, on peut le montrer à la caméra. Et moi, je vais placer mes mains comme ça. Et là, on va prendre une photo dans notre tête de nos 3 mains placées dans cette formation-là. Parce que tantôt, on va reculer dans le passé et on va revenir exactement à ce moment-là. On va avoir ce qu'on appelle une impression de déjà-vu. Warp Zone. Warp Zone. On va placer la carte à l'intérieur du paquet, juste ici. On va les mélanger. Là, on les mélange de façon traditionnelle, mais on va aussi les mélanger d'une façon un peu étrange. Tu sais, quand on échappe un paquet de cartes et qu'on ramasse les cartes, là, souvent, il y a des cartes qui se retrouvent sans dessus-dessous, face vers le bas, face vers le haut. Normalement, c'est désagréable, mais là, on va le faire volontairement, comme ça. Dis-moi donc, Daniel, le 8 de carreau, c'est pas ta carte, ça? Non. Parfait. On va prendre le 8 de carreau, on va le placer au milieu du paquet, ici, comme ça. Tu vas tenir le 8 de carreau dans la même position que tu tenais ta carte tout à l'heure, OK? Et là, on bouge plus parce que je vais claquer les doigts. Et en claquant les doigts, on recule dans le passé. La preuve, c'est que toutes les cartes sont redevenues en ordre comme quand on a commencé. Mais voyons donc. Puis si je place mes mains comme ça te rappelle une image? Une impression que déjà vue? Oui, c'est l'image du passé. Effectivement. Si on a vraiment reculé dans le temps, la carte que tu devrais avoir dans la main, ce serait quoi? La dame de pique. Regardons. C'est incroyable. Et on a rajeuni de 2 minutes, c'est pas formidable, ça? Je le vois dans ton sourire. OK. Peux-tu retourner 10 ans en arrière? 10 ans en arrière, ouais. Wow! Le feeling des tours de magie, je pense que ça fait la même affaire à tout le monde. On est émerveillé, on comprend pas. C'est comme, la magie, ça s'applique un peu à tous les âges. Crois-tu qu'on essaye trop de comprendre les choses? Tu pourrais me l'expliquer, le truc, là. Tu viens de briser tous les merveillements. Crois-tu qu'on est dans un monde qui essaie de trop comprendre tout? Ben ça, c'est une question qui a été soulevée par plusieurs grands maîtres. Le fait de mettre un nom ou une explication ou une description aux choses, on apprécie moins. On est toujours dans l'analyse.
Quand on va s'asseoir sur un banc de parc, plutôt que d'apprécier le paysage, le coucher de soleil, on va nommer la sorte d'arbre, on va nommer la sorte d'oiseau, on va tenter de décrire le phénomène météorologique qui est en train de se produire. Dans la nature humaine, de vouloir comprendre, d'expliquer les choses et pour éventuellement les maîtriser, mais ça fait en sorte qu'on apprécie moins le moment présent.